Madame, monsieur, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver ici dans les studios de l'IH2EF pour un nouveau numéro de notre émission Au Périscope, aujourd'hui consacré à l'EPS, l'éducation physique et sportive, et par extension à l'activité physique, la santé, l'école promotrice de santé et plus largement aux problématiques de la santé et du bien-être. Donc nous sommes ensemble pour 1h30, excusez-moi. Comme pour chaque émission, vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag au Périscope et vous allez pouvoir interagir forcément avec ce que nous diront nos intervenants du jour que je vais présenter. Ils sont 4 aujourd'hui avec moi autour de la table et on va commencer par Madame Myriam Héripré. Vous êtes proviseure du lycée Benjamin Franklin à La Rochette en Seine-et-Marne. Bonjour. Bonjour. À votre droite, Jean-Marc Serfati, vous êtes IGESR. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. En face de moi, Léa Gottsman, vous êtes enseignante-chercheuse agrégée en EPS à l'École normale supérieure de Rennes. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Johan Fomber, vous êtes enseignant et directeur de l'école élémentaire Marcel Joliet de Saint-Georges-les-Baillargeaux. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Donc je vous propose, comme pour chaque émission, de dissocier l'heure qui vient en 2 parties. Une première qui, exceptionnellement, va être consacrée plutôt à l'expérience terrain, qui s'élargira ensuite vers l'institutionnel. Donc on va commencer avec vous, Monsieur Fomber, en tant qu'enseignant et directeur de cette école élémentaire Marcel Joliet. Pourquoi donner une place importante aujourd'hui à l'EPS à l'école ? Tout simplement, l'EPS a pour finalité de former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, et toujours dans le souci de vivre ensemble, mais aussi c'est d'amener les jeunes à rechercher le bien-être et à se soucier de leur santé. Alors combien il y a d'heures aujourd'hui d'EPS très concrètement à l'école ? Alors très concrètement, il y a 3 heures qui sont officielles dans les programmes. À cela s'ajoutent les 30 minutes d'activité physique sportive quotidienne. Ok, et donc il y a 3 heures hebdomadaires, c'est ça, qui comprennent plusieurs champs d'apprentissage ? 4 domaines d'apprentissage. Okay. Donc faire une performance, savoir mesurer une performance, se déplacer dans un environnement plus méconnu, comme le savoir nager ou le savoir rouler. Je les connais pas par cœur. Voilà, produire une performance artistique et être capable de se produire devant les autres. Voilà. Ok, donc il y a des projets d'école, si je comprends bien, autour de l'EPS ? Alors, il y a des projets d'école, il y a également des projets de classe. Selon les années, ils peuvent tout à fait varier. Cette année, on n'a pas encore décidé de gros projets, mais certaines années, on a organisé des crosses d'école. On a pu organiser l'année dernière une grande journée olympique. Alors, on est une école ayant le label Génération 2024. La commune est également terre de jeu. Et donc, on avait organisé une journée olympique par l'intermédiaire du conseil coopératif des écoliers. En fait, il y a des délégués qui sont élus dans chacune des classes, et puis du CP au CM2, et on se retrouve pour travailler sur un projet. Et donc l'année dernière, c'était justement d'organiser une grande journée olympique en faisant intervenir les associations sportives et culturelles de la municipalité, voire élargir quand les services n'étaient pas proposés dans la commune, et également donc, avec la municipalité. Donc ils ont tout organisé du début jusqu'à la fin. Les installations sportives, elles ne sont pas de droit, nous ne les avons pas de droit. Il faut aussi, on a certaines horaires à respecter pour nous. On a les après-midi dédiés à l'EPS pour nous. Mais il y a aussi beaucoup d'associations, donc il faut demander les autorisations pour les avoir en dehors de ces horaires, envoyer un courrier à la municipalité, et puis c'est eux qui ont écrit les lettres et envoyé courrier à toutes les associations sportives et culturelles et qui ont répondu bien présentes à cette journée. Donc c'était une grande réussite. Alors là, vous nous parlez de terre de jeu, forcément en vue des JO de 2024, mais le résultat, comment sont définis les projets de classe, comment sont-ils choisis ? Alors après, c'est tout à fait en fonction de nos goûts avec mon équipe enseignante, en fait, simplement. Et puis aussi par l'intermédiaire des élèves qui peuvent proposer par ce conseil coopératif des écoliers. Parfois, la journée olympique, c'est vraiment eux qui l'ont décidé. C'était pas prévu. Après, quand on monte un spectacle musical, on y associe des productions artistiques
et en EPS aussi avec la danse, ça peut venir de nous. Voilà, ça dépend des projets, tout simplement. Et ça vous arrive aussi de faire des projets pluridisciplinaires qui associent 2 matières, par exemple, en plus de l'EPS ? Alors oui. C'est beaucoup, c'est un peu une de nos spécificités dans le premier degré, c'est l'interdisciplinarité. Donc, moi j'ai la chance d'avoir une équipe qui, au niveau de l'EPS, on est tous pratiquants, soit en loisir, encore en compétition, malgré l'âge avancé de certains. Mais c'est un domaine dans lequel on ne fait pas de décloisonnement. On peut en faire en éducation musicale, on peut en faire en art visuel, sur les outils numériques parfois aussi. Mais tout le monde est à peu près à l'aise avec l'EPS, donc on fait peu de décloisonnement. Par exemple, l'année dernière, j'ai organisé une classe vélo par une semaine en vélo. Alors on va pas très loin, on va à Saint-Cyr qui est à quelques kilomètres, mais on fait un petit détour quand même pour y aller. Quand on prépare, ça aussi, on va étudier le trajet. Donc c'est un gros travail sur les échelles en mathématiques. On a travaillé sur la technologie du vélo. S'apercevoir que un élève, les poids, les tailles ne sont quand même pas les mêmes. Donc les vélos ne sont pas les mêmes. Donc entre le grand qui a déjà un vélo adulte et des petites tailles, des enfants de petite taille qui ont encore des petits vélos, que l'effort n'est pas le même. On avait calculé le développement et de voir que le plus petit il faisait 3 tours de pédale quand l'autre n'en faisait qu'un. Justement, il y a ces deux fondamentaux que vous avez abordés tout à l'heure, le savoir rouler et le savoir nager. Comment aujourd'hui vous accompagnez les élèves ? C'est quoi le but ? C'est qu'à la fin de l'école élémentaire, ils soient compétents dans ces 2 domaines ? Alors ça, ce sont les obligations des textes. Donc le savoir rouler et le savoir nager, il y a quand même des freins. Déjà, alors on va rester sur le savoir rouler. On ne peut pas aller rouler sans que des parents nous accompagnent. Et donc, ils doivent pouvoir passer un agrément cyclisme. Il faut qu'ils puissent se libérer. Faut vraiment, pour organiser une semaine comme nous l'avons fait, prévenir à l'avance, organiser une session d'agrément, leur proposer d'autres sessions d'agrément qui ont lieu dans d'autres communes parfois. Il faut qu'ils aient de la disponibilité. Sans cette disponibilité des familles, c'est plus compliqué. Quant au savoir nager, c'est encore autre chose. Il faut avoir un bassin à disposition. Donc on a été très longtemps sans aller faire de cycle natation au niveau de l'école. Et la directrice qui m'a précédé, qui est devenue conseillère pédagogique en EPS, elle s'est battue pour nous avoir un petit bassin d'apprentissage une année, mais au niveau financement, pour la commune, c'était beaucoup plus cher, parce que pour que 2 classes, alors c'était les CP qui allaient à l'époque, puissent aller au bassin, il fallait en plus de payer le transport, payer une location de bassin qui n'était pas dans la même communauté de communes. Alors aujourd'hui, avec Grand Poitiers, donc on a un bassin à disposition et on peut y aller. Alors par contre, il faut compter la demi-journée. Donc la demi-journée pour faire 1 heure dans le bassin. On part à 9h, on va à Chauvigny, il y a 30-35 minutes de bus. Et Grand Poitiers qui est la communauté urbaine à laquelle vous êtes rattaché. Voilà. Donc là, on peut y aller avec tous les CP et tous les CM1 chaque année. Alors je vais interroger Myriam Héripré dans quelques instants sur justement ces freins et leviers, mais avant ça, peut-être Jean-Marc Sarfati, quels sont les liens aujourd'hui entre les programmes et leur mise en œuvre sur le terrain, notamment en ce qui concerne le savoir nager et le savoir rouler ? Il faut savoir qu'on parle de 2 sujets qui sont quand même des sujets d'actualité sur les savoirs fondamentaux. Ils sont rentrés dans la loi du 2 mars 2022, donc c'est tout récent dans l'esprit de rendre cette obligation. On parle de cela parce qu'on parle de questions de santé et de sécurité publique aujourd'hui qui sont fortes. Est-ce que c'est lié à l'impact de la crise sanitaire que nous avons traversée ? On peut aussi se poser ces questions-là, puisque la question de la noyade, par exemple, c'est une question vive depuis de longues années. La réalité de ces activités-là, c'est aussi la complexité de leur mise en œuvre. Avec, pour la natation, on va parler des problématiques déficitaires, des équipements déficitaires dont les piscines font partie, un coût d'entretien très très élevé pour les communes qui en disposent, une mutualisation complexe, donc un taux de pression très fort sur ces équipements. Voilà, d'autant que l'enseignement de la natation, on va retrouver le savoir nager dans les premières années de la vie scolaire, mais potentiellement c'est un élève pour présenter la natation au baccalauréat, donc on va parler de l'école à l'université, de la présence de cette activité dans les programmations de l'enseignement de l'EPS à l'école, au collège et au lycée.
Donc ça, c'est un vrai sujet. Sur la problématique du savoir rouler à vélo, on a bien entendu tout de suite la problématique de l'encadrement, des taux d'encadrement de l'activité, notamment sur les publics scolaires du premier degré. Et donc une activité qui existe là parce qu'on est obligé de mettre en place ce savoir fondamental, qui est le savoir rouler à vélo en sécurité aussi. Mais derrière, une activité qui disparaît, elle, par contre, complètement des programmations d'EPS. On la retrouve quelquefois à l'association sportive, de temps en temps à travers une activité plutôt de tout-terrain, de vélo de tout-terrain, donc dans des espaces plutôt fermés, pas sur les grandes voies de circulation, avec de la même manière des projets vélos qui vont naître ici ou là, avec des professeurs d'EPS plutôt experts, et qui vont mettre en place un projet particulier. Voilà, sur la question de l'enseignement de l'EPS à l'école, là c'est un vrai sujet, parce que la problématique de l'enseignement de l'EPS à l'école, aujourd'hui, c'est une réalité des différents rapports de l'inspection générale. On peut remonter sur les 10 dernières années, qui ont témoigné, on va dire, de l'enseignement très partiel de cette discipline, qui est souvent une discipline d'ajustement au regard de la charge que subissent quelque part les professeurs des écoles sur les autres fondamentaux. Donc on va dire qu'à fondamentaux, on va parler de fondamentaux des deux côtés, mais il semblerait que les fondamentaux maths français prennent plus de place, on va dire, que les deux fondamentaux sportifs qui sont aujourd'hui là, installés. Et pour autant, on aura besoin de travailler aussi dessus. Donc en fait, l'EPS reste une variable d'ajustement dans les enseignements obligatoires. Et c'est aussi potentiellement pour cela, c'est certainement une des raisons qui nous a poussé à proposer cette mesure de 30 minutes d'activité physique quotidienne qui, elle, s'intéresse beaucoup plus à la sortie de cette crise sanitaire, à la problématique de santé publique et notamment de la place de l'activité physique dans ces questions de santé, ces questions vives de santé, et en précisant bien que ce qui se faisait à travers les 30 minutes d'activité physique n'était pas l'enseignement obligatoire de l'EPS, mais une activité complémentaire, une activité physique complémentaire, plutôt fondée sur le plaisir d'agir, la dimension ludique, et qui venait s'intercaler dans les journées dans lesquelles il n'y avait pas d'EPS. La réalité du terrain, on est en train de la faire. On est en train d'accompagner aussi la mesure, puisqu'elle a été lancée rapidement, généralisée très vite, et donc avec un déficit d'accompagnement, de formation, ce que nous sommes en train de rattraper actuellement. Alors aujourd'hui, on part de l'expérience terrain pour élargir vers l'institutionnel, donc on s'est intéressé à l'école. On va maintenant parler du lycée, on parlera après du collège dans un troisième temps. Myriam Héripré, je le disais, vous êtes proviseur du lycée Benjamin Franklin à La Rochette en Seine-et-Marne. Quels freins et leviers constatez-vous aujourd'hui pour la pratique de l'EPS, en écho un petit peu à ce que nous a dit Yoann Fombert? Est-ce que vous partagez certains propos qu'il nous a dit tout à l'heure? Oui, tout à fait. En particulier, la disponibilité des installations sportives. À l'heure actuelle, donc, je dirige cet établissement et les installations sont à 1 km de notre lycée. Évidemment, il faut donc prendre en considération le temps de déplacement des élèves et l'encadrement donc de ces élèves sur place, en ce sens où les élèves n'arrivent pas forcément tous en même temps, au même moment, à l'heure. Et donc, lorsque les professeurs ont décidé, par exemple, lorsque la séance ou la séquence porte sur une course d'orientation, ou lorsqu'ils ont emmené leurs élèves sur les lieux où ils vont pouvoir exercer cette activité, eh bien, ceux qui arrivent en retard ne sont pas forcément, pris en charge de façon satisfaisante. Donc oui, la présence ou non d'installation, la disponibilité, alors souvent ces installations sont disponibles et sont rendues disponibles par les collectivités, et ça nous ne pouvons que nous en satisfaire et nous en réjouir, mais effectivement ça c'est un frein important. Et alors, les établissements ne jouent pas dans la même cour, forcément, pour le coup. S'il y en a certains qui sont équipés eux-mêmes d'équipements sportifs. Nous constatons, oui, une différence, effectivement, lorsque nous avons des installations plus proches. C'est quoi l'incidence? C'est l'apprentissage, justement, sur les différents fondamentaux qui est moins bien acquis dans les lycées moins bien équipés? Je ne le dirais pas comme cela, mais de toute façon, il y a forcément moins de temps d'exposition à l'activité lorsque les élèves doivent déjà se déplacer sur ces lieux. D'autres freins que vous constatez? L'emploi du temps lui-même, caler les séances
d'EPS, et en particulier, moi, je pense à ce qui concerne l'association sportive, donc l'UNSS, qui, dans les collèges, par exemple, et je peux en témoigner puisque j'ai également dirigé des collèges, l'UNSS, généralement, se fait le mercredi après-midi. Dans un lycée professionnel tel qu'à Benjamin Franklin, nous ne pouvons pas utiliser ces périodes. Donc, l'UNSS doit se dérouler à d'autres moments. Nous avons aussi un frein important, et surtout au sud Seine-et-Marne, la problématique des transports. Nos élèves sont souvent prisonniers des transports scolaires ou des transports tout court. Et donc, le soir, l'UNSS, lorsqu'un élève doit absolument prendre son bus, c'est très très compliqué. À Benjamin Franklin, l'UNSS vit plutôt bien grâce aux élèves internes qui bénéficient tous les soirs d'une activité ou de plusieurs activités. Et ça, c'est intéressant pour la vie de l'internat également. Jean-Marc Serfati, comment lisser ces disparités entre les établissements? Est-ce qu'il y a des solutions pour ça? Il y a un gros travail qui est engagé actuellement. C'est le travail qu'a proposé le président de la République avec un gros fonds d'investissement sur la rénovation, la reconstruction, voire la construction de nouveaux équipements sportifs. Alors pour l'instant, on est sur des petits équipements, quelques rares grands gymnases. Il y a eu une volonté très forte de réflexion qui a été menée autour de la mutualisation des équipements sportifs. Voilà, à la fois ouvrir les établissements scolaires sur ceux dont ils disposent, donc on va dire du bâti d'État, et pour certains établissements, et puis d'autres sur des gestions qui sont plutôt communales, avec l'ambition de mieux répartir les équipements sur les différents types d'établissements. Mais plus que ça, on aura un deuxième niveau de réflexion qui est celui d'adapter véritablement l'équipement aux besoins des élèves, et ne plus avoir une attribution administrative, je dirais, de l'équipement, parce que j'ai la compétence... je suis maire de commune et j'ai la compétence sur le premier degré. Dans ce cas-là, je vais donc donner mon gymnase qui a 13 mètres de hauteur sous plafond à l'école, alors que les gamins ne lanceront jamais un ballon à plus de 4 mètres de haut, et que dans le collège d'à côté, on a potentiellement une salle de PS avec un plafond qui est bien trop bas pour les collégiens quand ils arrivent en classe de 3e. C'est cet esprit-là qu'on est en train d'essayer de développer sur un niveau de réflexion déjà sur l'existant. Maintenant, il faudra rattraper. C'est 30% de déficit d'installations sportives couvertes sur le territoire national. Ça, c'est un fait. Voilà, le recensement des équipements sportifs nous dit cela. Et on est bien content d'avoir des professeurs de PS engagés, parce que c'est potentiellement le seul enseignant qui est obligé de travailler à la mise en œuvre de son enseignement. C'est le seul à devoir aller discuter au nom du chef d'établissement avec des autorités locales, que ce soit un directeur des sports, voire un élu responsable des équipements sportifs, tout simplement pour aller lui expliciter que pour enseigner le PS, il a certains besoins. Voilà. Et donc derrière, par effet de cascade, on va lui attribuer quelques créneaux, et par effet de cascade, ces créneaux attribués vont influencer l'emploi du temps d'un établissement scolaire. Ça devient très très compliqué dans le lycée, parce qu'avec les parcours diversifiés qui sont offerts aujourd'hui aux lycéens, ça devient encore plus compliqué dans la voie professionnelle, on l'a dit, parce que les taux de pression sur les ateliers, les équipements spécifiques font que on est obligé d'étirer au maximum les emplois du temps, sachant qu'on a aussi un mouvement sportif en France qui est plutôt tonique, dynamique, et qui fait que le samedi matin, les associations, les clubs, les fédérations récupèrent aussi les équipements le plus souvent possible pour organiser des tournois. Ce qui fait qu'on a une contraction de beaucoup de monde entre le lundi et le vendredi, et avec des taux de pression très très forts sur les équipements sportifs. Voilà. Donc au final, est-ce qu'on enseigne le PS qu'on voudrait enseigner ? Je dirais que ça se joue dans de rares endroits. On enseigne bien souvent le PS qu'on est contraint d'enseigner à travers les équipements qui sont disponibles. Donc il faut derrière cela tout le travail que font beaucoup de professeurs de PS, de didactique, d'aménagement des équipements, d'exploitation ou de détournement de certains équipements connotés basket, mais dans lesquels on ne fera potentiellement pas du basket. On fera autre chose, et c'est cette richesse-là qu'est le PS. C'est justement de s'appuyer sur un espace et une discipline sportive pour la rendre accessible à tous les élèves, et donc à partir de là, il faut la nourrir de ce travail de didactique, de fond, pour le rendre digeste, et surtout donner l'envie d'eux. Parce que l'ambition, c'est ça, puisque c'est obligatoire, il faut malgré tout travailler à donner l'envie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le PS n'est pas un peu le parent pauvre des autres disciplines ? Est-ce que c'est seulement aujourd'hui ? Est-ce que ça a toujours été le cas ? Sans faire de démagogie, est-ce qu'on ne se dit pas aujourd'hui, tiens, le PS, c'est la discipline qui est présente ici, mais peut-être moins importante, comme vous le disiez tout à l'heure, aux yeux peut-être des élèves et même du corps enseignant,
que du français, des maths. Est-ce que l'EPS ne souffre pas de cela aujourd'hui ? Je pense que l'EPS souffre beaucoup plus de son illisibilité pour le grand public que de réellement la place qu'elle occupe au sein d'un établissement scolaire. Les professeurs d'EPS sont quasiment des seconds bras droits des chefs d'établissement bien souvent, parce qu'ils ont cette capacité à la fois connaître le dedans et le dehors, de vivre en périphérie de l'établissement scolaire, d'avoir des relations avec des collectivités territoriales. Donc ils ont enrichi leur parcours et leur professionnalité au point d'avoir des sujets à partager avec les chefs d'établissement, ce que n'auront pas les enseignants qui restent dans leur classe, déjà. Ensuite, ils ont véritablement une réelle mise en œuvre entre éduquer et instruire. Les deux vont de pair. Voilà, il n'y a pas un temps d'éducation ou un temps d'instruction, les deux sont complètement imbriqués l'un dans l'autre. Et ça aussi, donc ça veut dire qu'ils sont autant sur les objectifs d'éducation que les objectifs d'instruction scolaire. Et puis, on peut regarder aussi la discipline du point de vue des résultats. Aujourd'hui, au baccalauréat, c'est une discipline qui fait réussir. On a autour de 13,5 de moyenne pour les filles, 14 pour les garçons, avec moins d'1 point d'écart entre les garçons et les filles. Donc on pourrait dire que c'est une discipline qui fait réussir. Donc on n'est pas du tout dans la connotation performance sportive pour évaluer les élèves. Et enfin, si on le regarde dans le texte, tout simplement, c'est quand même le 3e volume horaire d'enseignement obligatoire d'aujourd'hui dans les établissements scolaires. Donc on pourrait dire que c'est un des fondamentaux, voilà, et c'est le seul fondamental qui s'occupe de la question de l'éducation du corps. Voilà. Et donc, quelque part, tout le monde en a bien conscience. C'est plus elle est beaucoup plus questionnée dans son pédagogisme, voilà, ou dans son lexique qu'elle utilise, qui est un lexique un peu complexe, mais qui appartient aux professionnels. Et la question d'aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce qu'on arrivera à la rendre un peu plus lisible et accessible pour le commun des mortels, pour qu'ils prennent véritablement conscience de l'importance de cette discipline et de sa réalité à l'école. Léa Gottsman, je rappelle que vous êtes enseignante-chercheuse agrégée en EPS à l'École normale supérieure de Rennes. Que dit aujourd'hui justement la recherche sur cet enseignement de l'EPS ? Quels sont les résultats des enquêtes et des études qui ont été menées sur le sujet ? Alors déjà, il y a de moins en moins d'études et de recherches qui se font sur l'EPS parce qu'on a une fuite un peu des STAPS sur cette question de l'EPS, mais on a quand même pas mal d'études qui s'intéressent à ce que vivent les élèves justement en EPS et tous les processus d'apprentissage qui sont liés, et d'analyser justement tous les dispositifs pédagogiques et la façon dont les élèves s'approprient ces dispositifs-là pour apprendre. Donc ça, c'est un premier pan, et un deuxième pan qui est quand même sur des études sur du plus long terme qui sont un peu inquiétantes sur les expériences aussi négatives que peuvent vivre les élèves en EPS, notamment chez les filles, et donc qui interrogent sur ce désengagement qu'on a de l'activité physique à plus long terme dans la vie d'adulte. Et ça, c'est des enquêtes qui quand même nous interpellent et ont du mal à faire forcément évoluer les pratiques. Donc on a encore une EPS qui est, enfin, M. Sarfati le disait, sur l'identité qu'elle peut avoir. On l'associe toujours au sport encore et aux activités sportives, encore plus dans un contexte des Jeux Olympiques, alors que l'objectif, c'est quand même de donner envie aux élèves de pratiquer une activité physique tout au long de leur vie, qu'ils prennent plaisir dans cette activité et qu'on ait des formats de pratique assez variés pour que justement tous les élèves puissent s'y retrouver. Donc ça, c'est un enjeu qui est assez fort, notamment chez les filles et chez les milieux plutôt aussi défavorisés de la culture sportive. Donc voilà, c'est... Alors Rennes accueillait les 26 et 27 mars dernier les assises nationales de l'EPS. À quoi sert cet événement déjà dans un premier temps ? Et deuxio, qu'est-ce qui en ressort finalement de ces 2 jours de débat ? Alors ça fait partie, il y a des événements réguliers dans la communauté de l'EPS, des consultations, des moments de réflexion. On en a beaucoup, le syndicat en lance une d'ailleurs aussi prochainement. L'ambition de départ, c'était vraiment d'essayer de rassembler autour de la table tous les acteurs de l'EPS, donc les enseignants, les chefs d'établissement, les inspecteurs, mais aussi les syndicats, les associations professionnelles, pour se dire qu'est-ce qu'on veut que l'EPS devienne dans les prochaines années au regard des enjeux qui sont les nôtres, et notamment les enjeux de lutte contre la sédentarité, les enjeux environnementaux. Et on a essayé de mettre tout le monde autour de la table par des réflexions académiques déjà. Donc dans chaque académie, il y a eu des tables rondes, des moments de réflexion pour essayer de penser à des propositions pour l'EPS de demain. Et ensuite, il y a eu la restitution nationale en mars. Ce qui ressort, c'est qu'on est tous d'accord sur l'importance de l'EPS, sur l'ensemble des finalités qui sont adossées à l'EPS. Mais les points de tension qui restent, c'est plutôt sur quelles sont les priorités qu'on se donne vraiment. C'est-à-dire on a vu, il y a plein de finalités qui sont adossées à l'EPS, la citoyenneté, le bien-être, le vivre ensemble, la motricité. Mais comment est-ce qu'on priorise selon les besoins et selon les équipes éducatives, et puis selon les enjeux aussi auxquels on veut répondre.
Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est toutes les questions d'opérationnalisation là, qui ont été évoquées, la question des installations et du coup le rapport aux pratiques qu'on a. Quelles sont les pratiques qu'on veut développer ? On a parlé des installations sportives, mais est-ce qu'on peut aussi développer d'autres formes de pratiques, par exemple sur les mobilités durables ou sur d'autres activités qui sortent du carcan sportif traditionnel pour justement impliquer le plus d'élèves possible. Vous avez des exemples sur de pratiques comme ça un peu... Par exemple, à la suite du Covid, il y a beaucoup d'enseignants qui ont fait de la marche ou de la randonnée. Et dès que les installations sportives sont revenues, on est revenu sur des activités plus traditionnelles. Pour autant, quand on regarde aujourd'hui les enjeux de santé et d'environnement, la question de la marche et de la randonnée, ce sont des activités qui seraient peut-être porteuses, en tout cas, d'enjeux éducatifs particuliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait presque sortir des disciplines olympiques. Il faut, en tout cas. Alors, l'introduction des champs d'apprentissage dont on a parlé tout à l'heure a invité justement à rééquilibrer les activités qui étaient très performatives ou plutôt collectives vers justement les activités artistiques, les activités pleine nature. Pour autant, aujourd'hui, et je laisserai M. Serfati compléter, mais on a quand même encore une dominante sur les activités plutôt sportives et moins sur les activités artistiques, mais aussi parce qu'il y a un manque de formation des enseignants sur ces activités qui sortent de notre carcan de notre culture. En fait, tout à l'heure, on a beaucoup d'enseignants, et notamment par exemple aussi dans le primaire, qui font de l'EPS et qui s'y engagent parce qu'ils ont cette culture-là et que vous avez développé des dispositions en dehors de la formation. Et donc ça, c'est une vraie problématique aussi pour les enseignants de secondaire, puisque notre culture, on est tous sportifs et la formation ne nous permet pas forcément d'envisager d'autres formes de pratiques. Alors justement, parlons du choix de ces disciplines qui sont pratiquées dans les établissements. Johan Fomber, vous le disiez tout à l'heure, vous dépendez un petit peu des installations, mais c'est aussi peut-être chaque professeur qui choisit, en fonction de ses compétences qui lui sont propres, les disciplines qui sont enseignées. Alors on essaye quand même d'élargir sur les 4 domaines principaux, donc essayer de varier les activités. Après on a quand même l'UCEP au niveau du premier degré qui est un partenaire privilégié, donc en fonction des rencontres qui vont être organisées dans l'année, ça va permettre de savoir quel cycle on va mener à chaque période de l'enseignement en fait. Après on a une grande cour de récréation, nous à l'école on a cette chance-là, donc on peut faire beaucoup d'activités aussi à l'école. On se met un créneau pour aller au gymnase, parce qu'on a aussi un petit peu de marche pour aller comme vous, mais ça fait un petit quart d'heure de marche. Il y a certaines activités, par exemple l'utilisation d'un dojo, on ne pourrait pas le faire au sein de la cour de récréation, si on veut faire des petits jeux de lutte pour s'opposer. Voilà, ça n'est possible qu'avec les installations, mais sinon on fait toujours une séance au moins de PS inclus dans l'emploi du temps à l'école. On ne va pas se déplacer dans les installations sportives à chaque fois. Alors il y a une autre contrainte qu'on n'évoque pas, mais la météo en est une aussi, j'imagine. C'en est une, mais on s'adapte. La météo, et puis ça faut vraiment une grosse chaleur, une pluie torrentielle. Mais un petit crachin, ça n'empêche pas d'aller faire une activité sportive à l'extérieur pour autant. Alors on parle beaucoup des freins depuis tout à l'heure sur l'enseignement de l'EPS, mais on va peut-être parler des leviers. Quels sont selon vous aujourd'hui ces leviers pour dynamiser l'enseignement de l'EPS et surtout quels sont les bienfaits de la pratique auprès des jeunes ? Alors après, nous c'est surtout le bien-être, le sport c'est la santé, on en parle souvent avec les collègues. On ne peut pas trop le dissocier d'autres choses, d'autres éléments comme l'importance du sommeil, avoir une bonne hygiène, avoir une bonne alimentation, tout ça va avec. Après, et ça, c'est des points sur lesquels les jeunes sont sensibilisés aussi ? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Et puis on a fait un gros projet l'année dernière sur les dangers des écrans, un petit peu. Donc, alors c'était un projet REAP, alors je ne dirais pas exactement la signification, mais en lien avec la municipalité et l'association de parents d'élèves. Justement pour montrer, alors on a fait des petites scénettes, les élèves étaient vraiment, ont adoré, où on va se retrouver dans une famille très laxiste, où les enfants font un petit peu ce qu'ils veulent, l'écran quand ils veulent, éteignent quand ils veulent le soir, et puis à côté de ça une famille très stricte, et il y avait la dernière scénette qui montrait un petit peu vers quoi on devait tendre, ces écrans, il faut arriver à les gérer. Je pense qu'il faut aussi vivre avec son temps, il ne faut pas les interdire, mais dans les familles, il faut arriver à les réguler. Et ça, c'est très très compliqué. Enfin, beaucoup de familles en parlent. Nous-mêmes, dans nos foyers, on constate la difficulté pour
pour dire aux enfants, mais non, là, il serait temps d'arrêter puis d'aller faire autre chose. Donc, voilà, on parle beaucoup de coéducation, pardon. Il y a un gros travail à faire là-dessus, plus que, en tout cas pour nous, hein, on a ces capacités à pouvoir faire le PS. Il n'est pas délaissé au profit des autres fondamentaux dans notre école, mais on a vraiment un gros travail à faire là-dessus, plus que la mise en œuvre de l'EPS elle-même au sein de notre établissement. Myriam Méripré, vous partagez ce que nous dit Johan Fomber ? Complètement, d'autant que dans chaque établissement scolaire, eh bien, il y a un projet qui est à la base de tout ce qui va être mis en place comme activité au long de l'année, mais aussi sur, je dirais, parfois plusieurs années. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire un point sur ce qui existe dans l'établissement, sur ce que l'on veut promouvoir, dans le cadre, bien sûr, du projet académique. Mais ce projet doit répondre aux besoins des élèves qui nous sont confiés. Et il est évident que certains publics peuvent avoir davantage besoin de telle ou telle action. Donc, à nous de les définir ensemble avec les équipes pédagogiques et bien évidemment le concours des professeurs d'EPS est le bienvenu parce que ils travaillent auprès de ces jeunes dans des conditions qui sont différentes du professeur de français qui voit ses élèves, ou du professeur de mathématiques qui voit ses élèves dans une salle de classe. C'est un petit peu différent aussi dans les ateliers, mais en tout cas, le professeur d'EPS est un allié pour le chef d'établissement en ce qui concerne la prise en charge globale du jeune. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, ce projet, il est revu, évidemment, régulièrement, parce qu'il s'adapte et il doit s'adapter aux besoins du public accueilli. Et je pense, par exemple, dans notre établissement, dans ce lycée, je viens de découvrir que les professeurs d'EPS ont proposé de faire appel, alors il ne faut pas tout externaliser, bien évidemment, mais n'ayant pas les compétences en boxe, les professeurs d'EPS ont proposé, dans le cadre d'un projet, cette activité qui permet à nos entrants, en particulier nos premières années de CAP et nos secondes, eh bien, de canaliser parfois, et même souvent, une énergie un peu trop débordante. Lorsque nous accueillons, comme c'est le cas de notre lycée, des élèves qui viennent d'horizons complètement différents, puisque nous recrutons et nous scolarisons des élèves qui viennent de différents établissements et qui se retrouvent je dirais, dans notre établissement, sans compter, je dirais, parfois des rivalités externes qui se retrouvent au sein de nos établissements et que nous avons aussi à gérer. Donc, certaines activités, je dirais, sportives et cette réflexion globale, eh bien, nous permettent de réguler certaines choses et puis d'apporter à nos élèves ce dont ils ont besoin pour avoir des conditions, je dirais, les plus sereines possibles d'apprentissage. Donc l'idée, c'est enseigner la boxe pour pas qu'elle soit pratiquée dans la cour. Allez, vous résumez extrêmement succinctement, mais oui, la philosophie est là. Et en plus, effectivement, nos élèves, on évoquait la nécessité de la citoyenneté, de l'acceptation des règles. La boxe, c'est pas simplement donner des coups de poing, c'est aussi donc accepter certaines règles et puis surtout, on va dire, respecter avec plein de guillemets, son adversaire. Alors au-delà des règles, c'est presque des valeurs qui sont transmises pour le coup. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le PS n'est pas la discipline par excellence pour inculquer des valeurs ? Pas seulement, j'ose l'espérer, mais oui, aussi. Alors tout à l'heure, vous évoquiez le lien entre le chef d'établissement et le professeur de PS, mais quelle est la place de ce professeur de PS au sein du corps professoral aujourd'hui ? Le professeur de PS peut proposer, et force d'initiative, de force de proposition, pardon. Il peut proposer des projets intéressants. Alors, je ne dis pas que les autres professeurs ne le font pas, hein, loin de moi cette pensée, mais puisqu'ils ont une vision plus globale, effectivement. M. Serfati évoquait cette obligation, on va dire, de travailler avec des membres extérieurs, des partenaires extérieurs à l'établissement. Ils ont une vision plus globale et donc peuvent aussi amener leurs collègues, toutes disciplines confondues, à venir participer
à un projet qui, au départ, n'aurait pas forcément été, on va dire, accepté si le chef d'établissement l'avait proposé de sa place de chef d'établissement. Donc, le professeur de PS peut faciliter certaines démarches, certains projets. Moi, j'ai été très, puisque je suis chef d'établissement maintenant depuis une vingtaine d'années, j'ai été très favorable à ce que, par exemple, les professeurs de PS soient professeurs principaux. D'accord. C'est important aussi. Ils apportent des choses intéressantes. Alors on va parler de la formation dans quelques instants, des professeurs et des cadres également. Mais avant ça, je vous propose de découvrir la Minute Juriste qui nous est proposée, comme pour chaque émission, par Raphaël Mata-Duvigneau. Vous le découvrez en images. Les activités physiques et sportives sont génératrices de nombreux accidents, qu'il s'agisse de la natation, de la navigation, des activités d'altitude, des sports athlétiques ou de tout autre type de sport pratiqué légalement et pédagogiquement dans le cadre de l'EPS. En effet, la prise de risque demeure inhérente à l'éducation physique et sportive. Juridiquement, les activités d'EPS sont très encadrées par les textes. Les articles L312, R312 et D312 du Code de l'éducation en constituent l'armature principale et plusieurs circulaires rappellent les règles encadrant la surveillance et la sécurité des élèves. Mais le régime juridique de l'EPS est beaucoup trop vaste pour cette présentation car il conviendrait d'aborder les règles relatives au matériel et à l'équipement, aux intervenants, aux activités pratiquées en milieu naturel, en milieu artificiel ou encore les différents types de sports concernés. Nous nous concentrerons donc ici sur quelques points transversaux. Dans un premier temps, la mise en œuvre de l'EPS nécessite des contraintes particulières d'organisation pour garantir la sécurité des élèves. Si l'enseignement est assuré dans le secondaire par les professeurs spécifiques, à la maternelle et au primaire, il l'est par les professeurs des écoles avec l'appui, le cas échéant, d'intervenants agréés et qualifiés. En outre, le chef d'établissement se doit de connaître la réglementation applicable afin d'apprécier et d'évaluer le contexte sécuritaire dans lequel se déroulent les cours et les sorties pédagogiques liées. Les équipements sportifs immobiliers sont également soumis à la réglementation des équipements recevant du public et les procédures destinées à en vérifier la conformité doivent être connues de tous et respectées. Dans un deuxième temps, l'institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés et doit veiller à ce que ces derniers ne soient pas exposés à subir des dommages. À ce titre, l'enseignement est soumis à une double exigence de vigilance et d'information. D'une part, l'enseignant a l'obligation de prendre un temps suffisant avec les élèves pour aborder les questions de sécurité lors des séances et énoncer des consignes claires, simples et concrètes afin que chacun perçoive bien la nécessité d'adopter des comportements et des attitudes adaptés à la prévention des accidents. D'autre part, l'obligation de surveillance doit être assurée durant la totalité du temps scolaire, c'est-à-dire cours plus temps de déplacement éventuel. Et dans ce cas, la règle est simple. L'enseignant doit constamment faire preuve de vigilance et doit donc s'assurer de sécuriser les déplacements nécessaires. Il doit aussi être particulièrement attentif au matériel et aux équipements sportifs en vérifiant leur état et, le cas échéant, alerter l'autorité responsable. Et en cas de danger grave et imminent pour les élèves ou pour lui-même, il doit même pouvoir refuser de faire cours. La surveillance doit aussi pouvoir s'exercer dans les vestiaires, ces derniers pouvant être le lieu de violences physiques ou psychologiques. Et dans ce cas-là, l'enseignant est autorisé à pénétrer dans les vestiaires et à intervenir. En 2004, en effet, l'État a été condamné par la justice pour défaut de surveillance suite au traumatisme d'un élève chahuté dans les vestiaires alors que l'enseignant s'était absenté. Attention toutefois, l'intervention de l'enseignant n'est possible que si la situation l'exige, tout en préservant l'intimité des élèves. Dans un troisième temps, un accident, à savoir un événement fortuit entraînant des dommages susceptibles d'engager la responsabilité des acteurs de la vie scolaire, peut advenir. Premièrement, l'enseignant de PS est responsable au titre de son obligation de surveillance et de son devoir de sécurité. En matière d'accident scolaire, la responsabilité des enseignants repose sur la loi du 5 avril 1937 qui en fait un régime de responsabilité civile. Selon l'article L911-4 du Code de l'éducation, dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public est engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable, la responsabilité de l'État est substituée à celle des membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils. L'État est alors comptable des dommages subis par les élèves durant le temps scolaire.
Mais cette responsabilité repose sur la nécessité, pour les victimes, de prouver l'existence d'une faute, à savoir d'un manquement à une obligation à l'origine directe du préjudice. Par conséquent, l'État n'est responsable qu'autant que la responsabilité de l'enseignant est elle-même engagée au regard des articles 1240 et 1241 du Code civil, lesquels disposent que chacun est individuellement et personnellement responsable du dommage qu'il a causé par sa faute, par sa négligence ou par son imprudence, et doit donc réparer le préjudice subi. La jurisprudence de la Cour de cassation regorge d'illustrations où la responsabilité de l'État s'est substituée à celle des enseignants qui avaient commis une faute. Défaut de surveillance, négligence, imprudence, manque de préparation, défaut d'anticipation, etc. Ensuite, par le biais d'une action récursoire, l'État pourra demander à l'enseignant fautif de lui rembourser la somme versée à la famille. Deuxièmement, la responsabilité pénale et personnelle de l'enseignant, cumulable dans certaines conditions avec la responsabilité civile évoquée, peut aussi être recherchée sur le fondement d'une faute d'imprudence ou de négligence, notamment lorsque une infraction est caractérisée. En effet, une action pénale est en principe toujours possible à l'initiative du procureur de la République ou à la suite d'une plainte déposée par la victime. L'article 121-3 du Code pénal constitue la base de ce régime. Ainsi, l'alinéa 1 évoque la faute intentionnelle, c'est-à-dire la volonté de réaliser un acte interdit. L'alinéa 2 introduit la mise en danger d'autrui qui se caractérise par une prise de risque délibérée exposant la vie d'autrui. L'alinéa 3, enfin, prévoit la faute non intentionnelle, c'est-à-dire que l'agent adopte un comportement risqué ou commet une imprudence, une négligence ou une maladresse. Et c'est à cette dernière occasion qu'est généralement mise en jeu la responsabilité des enseignants d'EPS. Mais devant la multiplication des actions pénales, le législateur est intervenu pour assurer une relative protection aux enseignants. Pour synthétiser toutes ces évolutions législatives, disons schématiquement que désormais, surtout depuis une loi du 10 juillet 2000, le juge pénal est tenu de caractériser une faute d'une certaine gravité ou qui expose autrui à un risque particulièrement grave et que l'agent ne pouvait ignorer, consistant ainsi en la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Il conviendra donc d'établir dans ce cas, nécessairement, que l'enseignant concerné n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, de ses connaissances et de ses moyens. Mais au final, comme le souligne un chef de service juridique académique, malgré la récurrence d'accidents scolaires, peu de condamnations. Merci beaucoup Raphaël, on se retrouve donc pour le prochain numéro. On va parler maintenant, Jean-Marc Sarfati, de la formation des professeurs et des cadres. Comment sont formés tout simplement les différentes personnes qui travaillent autour de l'éducation physique et sportive? La question est très intéressante, elle est dans l'actualité de manière encore plus prégnante. Tout récemment, le président de la République se posait la question de savoir pourquoi on n'arrivait pas à recruter des enseignants. Et il évoquait certainement l'absence de sensibilisation à la mission de service public que rend l'enseignant dans la République, en se disant mais il faudrait un parcours qui débute dès le post-bac. Cette question-là, l'EPS l'a tranchée depuis les années 70, et peut-être même bien avant, avec une progressivité dans la mise en stage des étudiants. Je ne sais pas s'il reviendra aussi dessus, mais dans la mise en stage des étudiants, avec une sensibilisation progressive jusqu'à une prise d'initiative et de responsabilité. Et ça sur les 5 années de la formation. Donc on a au final une appétence qui se construit de la même manière. On est en train de construire le plaisir pour les élèves d'un côté, et de l'autre côté pour les enseignants, pour les former. On les amène à se rendre compte que rendre une mission de service public, c'est quand même un très beau métier. Et je mets métier entre guillemets parce qu'une mission n'est pas un métier. Et que bien souvent, d'ailleurs, on les retrouve sur le terrain, ils vont bien au-delà du simple, du simple respect d'un emploi du temps qui est aujourd'hui de délivrer 17 heures d'enseignement et 3 heures d'animation de l'association sportive. On l'entendait à l'instant, il faut organiser son EPS, il faut la mettre en œuvre. Donc c'est aussi une réalité qu'ils appréhendent très très tôt à l'université, et dès les premières années de l'université. Pour ceux qui se dirigeront vers le métier d'enseignant, eh bien, ils touchent du doigt justement cette autonomie qu'ils auront, cette responsabilité de cadre A de la fonction publique qui va les amener à prendre des décisions pour eux-mêmes. Et puis, je dirais que la force de cette discipline, c'est qu'elle n'a pas de manuscrit. Elle a un programme qui oriente
parce que c'est un programme qui oriente, parce qu'on a pris en compte cette problématique des installations sportives, et que dans tous les cas, si on faisait un manuscrit demain, ce manuscrit serait complètement inexploitable dans certaines régions, et il serait appauvri dans d'autres, alors que, suivant les territoires, on peut enrichir de la culture aussi locale. On peut imaginer que ce qu'on va travailler dans les académies de Bordeaux, dans l'académie de Bordeaux, par exemple, autour du surf, de la mer, etc., on ne le retrouvera pas à Lyon. Mais en contrepartie, du côté de Lyon, on aura peut-être les activités de la montagne qui vont être beaucoup plus présentes dans les programmations. Donc l'enjeu d'avoir cette obligation de rédiger à chaque fois ce projet pédagogique inscrit aussi les jeunes enseignants dans la construction de leur professionnalité et surtout dans la mise en place d'une perspective pour les élèves. Donc se projeter non pas pour se faire plaisir à soi-même ou rendre compte d'une tâche, mais essayer de se projeter dans la réalité d'une mission à remplir pour des élèves, pour des élèves qui nous sont confiés de manière obligatoire, et tout ça pour essayer d'en retirer du plaisir des deux côtés, j'ai envie de dire. À la fois parce que le projet pédagogique de la discipline sera bien construit en équipe, l'équipe y trouvera du plaisir à le mettre en œuvre, et derrière, sa plus belle des récompenses, c'est plus les sourires des élèves, au final, que les notes qu'ils vont mettre sur un bulletin scolaire. Léa Gotspin, comment former sans manuscrit aujourd'hui ? La formation en STAPS, elle est pluridisciplinaire. Hein. Effectivement, il y a des enseignements fondamentaux scientifiques sur connaissance d'un pratiquant de façon générale dans une activité, donc en physiologie, biomécanique, psychologie, sociologie. Et ensuite, on a des enseignements qui viennent se spécialiser, et notamment en éducation et motricité pour la filière EPS. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une multiplicité des filières en STAPS, alors qu'avant, on avait beaucoup d'étudiants qui venaient pour l'EPS. Aujourd'hui, il y a du management sportif, de l'entraînement sportif, de l'activité physique adaptée, qui fait qu'on a des premières années qui sont très générales. Et donc, on a un enseignement scientifique qui est parfois un peu déconnecté des problématiques professionnelles. Donc ça, c'est une vraie problématique quand même dans la formation, même si on garde une vraie plus-value sur la pratique des APSA, qui reste encore importante dans les STAPS, même si elle se réduit du fait du manque de moyens aussi. Et puis un vrai accompagnement professionnel par les stages, comme le disait M. Serfati, mais qui crée aussi une multiplication des tâches. Le fait de passer notamment le concours en Master 2 maintenant fait qu'ils sont en stage, ils ont un mémoire à faire, ils doivent ensuite le passer le concours. Donc ça crée des problématiques. On a une formation qui est de qualité parce qu'on les accompagne vraiment dans ces missions professionnelles. Donc ils sont très vite intégrés dans le collectif, dans le fait de s'intégrer dans un écosystème, de travailler avec des collègues. Et ça, c'est une vraie plus-value qu'on voit aussi après quand ils sont enseignants. Mais il y a une vraie problématique quand même autour de la formation, à la fois par ce manque de moyens et puis la question du concours. On a de plus en plus d'étudiants aussi qui ne passent plus le concours pour devenir contractuels, parce qu'en fait les conditions sont peut-être plus favorables, ils sont près de chez eux, ils n'ont pas ces contraintes-là. Donc, et en plus, il y a aussi une volonté institutionnelle de faire appel aussi à ces contractuels. Oui, c'est ce que je vais vous demander. Est-ce qu'aujourd'hui la formation est suffisante en rapport aux besoins en recrutement ? Alors c'est plutôt l'action des postes aussi au concours. Mais j'avais surtout envie de réagir par rapport au propos de Léa sur le fait de dire que dans cette formation-là, les étudiants vont vivre ce qu'ils vont faire vivre aux élèves. C'est-à-dire qu'ils vont partager un ressenti. C'est-à-dire qu'apprendre à grimper en sécurité, par exemple, ce sont des choses que certains étudiants vont découvrir à l'université. Et donc, ils vont ressentir à la fois les éléments qui vont être liés aux apprentissages, mais aussi le ressenti sur le niveau de difficulté, le niveau d'exigence qu'ils vont attendre de leurs propres élèves. Et cette notion, au final, de partager une expérience avec leurs élèves, qui est quasiment la même, en termes de ressenti sur le corps, voilà, sur la dimension affective aussi, parce que se retrouver à 13 mètres de haut sur un mur d'escalade, il y a quelques étudiants qui n'aiment pas ça. Pour autant, demain, ils seront peut-être amenés à l'enseigner. Et donc, ces éléments-là qu'ils vont partager avec leurs élèves, fait qu'à un moment donné, ils appréhendent les éléments de l'attendu, et du coup, ils ne sont pas, je dirais, hors sol. Voilà. On n'a pas un enseignement hors sol, puisqu'on a un enseignement qui est fondé sur une réalité qu'on a parfois vécue soi-même. Donc ça, c'est un enjeu fort. Et c'est pour ça que moi, je rejoignais Léa sur la problématique et la singularité de cette discipline. Il faut que nos maquettes de formation initiale continuent à avoir une grande place laissée aux activités physiques et sportives. Et surtout dans le fait de les vivre. Parce que les vivre, c'est garantir pour demain la sécurité et aussi le bien-être physique et moral des élèves. Voilà, pour éviter de les mettre dans un écart qui pourrait devenir un grand écart trop important et qui fait qu'on expose l'élève au risque. Donc on a des risques de blessures graves,
sur certaines activités. Il faut faire très attention à ça. Et puis derrière, on pourrait aussi déconnecter les gamins de cette dimension plaisir qui est essentielle à l'enseignement de cette discipline. Merci Jean-Marc Serfati. Alors je vous propose maintenant de parler peut-être des partenaires internes externes. On a déjà abordé le sujet tout à l'heure, mais notamment les collectivités territoriales. Comment aujourd'hui favoriser les liens avec ces collectivités ? Quelle est leur place pour favoriser l'enseignement de l'EPS au sein des établissements ? On va peut-être commencer avec vous, Myriam. Lorsqu'un chef d'établissement arrive dans son établissement, l'une des premières tâches qu'il accomplit, c'est de prendre la tâche des responsables de la commune, le maire, ne serait-ce que se présenter. S'il est au collège, il se préoccupe d'avoir très rapidement l'organigramme des interlocuteurs au département. Et si c'est le lycée, la même chose à la région. Donc oui, en règle générale, nous avons des interlocuteurs identifiés et ce sont des partenaires importants. Sans eux, nous ne pouvons pas accomplir donc jusqu'au bout nos missions. Et en particulier, donc en EPS, on a évoqué les installations sportives, on a évoqué, M. Serfati parlait de ces échanges qui ont lieu entre les interlocuteurs et les référents dans les collectivités qui nous permettent justement d'accéder aux installations sportives. Je pars du principe que le chef d'établissement est également présent, autant que faire se peut, chaque fois qu'il y a un enjeu fort dans l'occupation sur l'occupation des installations sportives, mais aussi dans le cadre d'améliorations qui peuvent permettre une pratique plus aisée de ces activités. Je pense à la dernière expérience que j'ai eue au collège, qui nous a fait travailler avec donc, des représentants de la mairie, mais aussi des représentants de la communauté de communes pour la rénovation du plateau technique, donc du plateau sportif qui se trouvait là, pour le coup, juste à côté du collège. Donc, c'est du donnant-donnant un peu. Oui, et puis j'ai envie de dire, de toute façon, ça bénéficie à tout le monde, puisque les élèves que nous accueillons au sein de l'établissement, en particulier au collège, font partie en règle générale pour beaucoup d'entre eux sont des habitants de la commune, mais sont aussi des habitants de la communauté de communes. Donc, oui. Vous en identifiez d'autres, des partenaires en dehors des collectivités ? Il y en a d'autres. Là, pour l'instant, j'avoue que je ne les ai pas à l'esprit. Monsieur Serfati, pourriez-vous m'aider ? Auriez-vous une petite idée, là parce que j'avoue que... Comme on le disait tout à l'heure, avec l'environnement des Jeux Olympiques, on a vu quand même se renforcer la place du ministère des Sports et des associations sportives auprès de l'école, avec cette volonté d'avoir la construction d'une forme de continuité éducative et de complémentarité, voire une complémentarité éducative, entre les acteurs que sont les enseignants et les acteurs que sont les encadrants relevant du ministère des Sports, que sont les diplômes d'État, les brevets professionnels ou les professeurs de sport, relevant du ministère des Sports. Donc il y a en effet aujourd'hui cette dimension-là, mais qui existait déjà depuis longtemps. Je veux dire, les textes sur les intervenants extérieurs ne datent pas d'hier. La même question qui est reposée à chaque fois, c'est quelle plus-value au final de ce partenaire extérieur au service de la réussite scolaire dont l'école a mission. Ouais, donc c'est ça, l'enjeu est surtout là, c'est pas faire du partenariat pour faire du partenariat, mais c'est véritablement faire du partenariat au profit de l'élève et donc dans la valorisation de son parcours scolaire. Donc ça, ce sont des enjeux, on a soulevé tout à l'heure, il est arrivé parfois qu'il y ait on va dire dans le premier degré, des échanges de services. On va dire quand un enseignant se sent plus compétent qu'un autre dans une discipline qu'une autre, on le fait à l'interne. Quand on a besoin d'un intervenant extérieur, on a les partenaires naturels que sont les fédérations du sport scolaire. Et on sait que dans le premier degré, l'UCEP est très très accompagnante. Et après, en allant au-delà de ça, on a des partenariats locaux qui peuvent être faits en lien avec les associations, peuvent venir enrichir à la fois le niveau d'encadrement, on peut le dire aussi, parce que parfois, vu les effectifs aujourd'hui des classes, ça peut être intéressant d'avoir un deuxième encadrant auprès des élèves quand on pratique une activité physique et sportive ou artistique, et avec une certaine expertise, donc il vient nourrir aussi l'enseignant, à la condition essentielle,
et moi, nous, du côté de l'inspection, nous restons intransigeants là-dessus, c'est que ce soit le projet pédagogique qui pilote. Ça veut dire que le responsable pédagogique de la séquence reste l'enseignant. Ça, c'est essentiel parce qu'il n'y a que lui qui connaît le cap, il n'y a que lui qui sait où on va avec les programmes de la discipline et vers quoi on doit tendre pour faire réussir les élèves à l'école. Bon, on arrive déjà malheureusement à la fin de cette heure de débat. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez réagir sur le hashtag Opériscope sur Twitter qui s'appelle désormais X. Je vous propose de faire un dernier tour de table, mais cette fois-ci pour parler des JO de 2024 et pour voir selon vous quel impact aura la visibilité offerte au sport en fait en France sur l'enseignement de l'EPS. On va commencer avec vous, Johan Fombert. À votre avis, est-ce que l'EPS va connaître une révolution après les Jeux Olympiques ou pas du tout ? Je pense que les élèves vont quand même regarder un petit peu le fait que ce soit en France et la médiatisation forcément des Jeux Olympiques. Après, est-ce que ça aura un impact sur l'enseignement de l'EPS par la suite ? Je n'en suis pas certain. Okay. Léa Goldsman, peut-être sur est-ce que ça peut susciter des vocations, notamment auprès des jeunes qui passent le bac l'année prochaine, dans le choix de leur parcours d'études supérieures ? Peut-être qu'ils s'orienteront plus vers les métiers du sport, mais il faut toujours se méfier de ces événements qui viennent attirer du monde. Il y a même un ensemble de dispositifs qui essayent de surfer un peu sur cette vague des JO, mais pour autant, il ne faut pas oublier qu'on s'interroge sur le cœur du quotidien de l'EPS. Et donc, faut toujours pour moi, il faut se méfier de ces événements qui effectivement créent toute une dynamique, mais pour autant, dans le cœur des classes, il faut plutôt s'interroger sur ce que vivent vraiment les élèves par rapport à ça. Jean-Marc Serfati, votre vision sur l'impact JO ? Alors, on a mis le sport avec le grand S dans la vitrine, avec les Jeux Olympiques. Mais dans le sport, au final, on se rend compte que quand on débat autour de la table, on voit très vite ce qui relève du sport fédéré, ce qui va relever de l'éducation physique et sportive, donc à l'école, discipline scolaire d'enseignement, ce qui va relever de l'activité physique, a été questionné avec la crise sanitaire, et aujourd'hui avec le nouvel acteur aussi qui veut exister, et qui est bizarrement porté par le monde de l'entreprise, que sont les loisirs sportifs marchands. Les salles de paddle, les salles d'escalade. Voilà. Et ce loisir sportif marchand est un nouveau partenaire qui arrive aussi dans la vitrine. Donc on voit qu'on a besoin de clarifier le qui fait quoi. Ça, c'est essentiel. Je pense qu'après les Jeux, on aura besoin de le faire. Et naturellement, je dirais, si je regarde le calendrier des programmes de la discipline, on a fait évoluer les programmes tous les 10 ans. Les derniers programmes du collège, c'est 2015. On peut penser que derrière les Jeux, une réflexion sur ce que sera le PS de demain est déjà amorcée, d'ailleurs avec les assises, mais est amorcée par les syndicats tout prochainement. Et donc, quelque part, on est dans le rythme de vie naturel de l'éducation physique et sportive. Certes, elle sera requestionnée. Après, quelle est l'ambition de cela ? Je crois qu'il faut faire attention à deux choses. Et la première, c'est on a culturellement construit en France de l'éducation physique et sportive. Ça veut dire qu'on a fait le choix de s'appuyer sur les sports, donc sur sa dimension culturelle qu'est le sport, pour essayer de nourrir les élèves à la fois d'une culture, mais à travers ces sports-là, découvrir des pouvoirs d'agir, voilà, des pouvoirs de choisir. Et donc ça, c'est important de le conserver, parce que sinon, on tomberait comme les modèles à l'américaine ou les modèles, je dirais, du côté du nord de la Manche, à se retrouver avec d'un côté une éducation physique qui est très appauvrie parce qu'elle est essentiellement centrée sur des objectifs de santé, et de l'autre côté le sport qui vise une performance et qui lui exclut un grand nombre d'élèves. Nous, on a fait ce choix-là, complexe, pas facile, parce que du coup on est des fois agressé par le sport parce que pour eux on n'en fait pas assez, et des fois à l'interne, quand on réfléchit au sein de la discipline, certains courants qui ont construit le PS se disent mince, on est en train d'appauvrir la partie éducation du corps à travers ces pratiques sportives. Donc derrière les Jeux, on a des questionnements. Je crois que tout est sur la table actuellement. On est dans la vitrine. Moi, je dis que c'est plutôt bien de discuter, comme on a fait aujourd'hui. Madame Méripré, pour finir le tour de table. Eh bien, je pense que nous avons évoqué l'EPS comme étant un vecteur de transmission de valeurs. Je crois qu'on peut aussi le rappeler. Et j'aime à dire, et je pense que je terminerai par mens sana in corpore sano, et que tout cela me semble être intéressant lorsqu'on propose aux élèves des disciplines en équilibre,
Donc l'EPS a toute sa place au sein de nos enseignements. Et comme l'a dit M. Serfati, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue non plus la dimension plaisir. Et que donc à l'école, on peut se faire plaisir. Au collège, on peut se faire plaisir, au lycée également, plus tard encore. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est vraiment important dans le cadre de ce qu'on appelle le climat scolaire, le bien-être à l'école. Je pense que l'EPS joue un rôle important. Et puis, je pense qu'on pourrait même ouvrir sur ce qui concerne le décrochage scolaire. L'EPS contribue aussi à certains moments, pour l'avoir vécu dans des cas bien précis, à ce que les élèves soient rattachés, in extremis peut-être, mais rattachés et rapprochés de l'école. Donc à ce titre, je crois que vraiment ça c'est important. Au-delà bien sûr de tout ce qui va se passer et de tout ce qui est en train de se passer au travers des jeux. Ok, donc on vous invite pour la prochaine sur le décrochage scolaire plus tard dans l'année. Merci beaucoup en tout cas à vous quatre d'avoir participé à cette émission. On ne peut pas se quitter forcément sur la Minute Bibli. Vous découvrez la séquence qui vous est proposée par Sylvaine Paul. Merci Marc-Antoine, merci chers invités. Bonjour à toutes et tous, chers auditeurs et chères auditrices. Allons tout de suite au cœur du sujet en visitant le site éducation.gouv.fr où on consultera le BO numéro 17 du 27 avril 2023 et la partie consacrée aux pratiques sportives et au déploiement du dispositif 2 heures hebdomadaires supplémentaires d'activité physique et sportive pour les collégiens pour la rentrée scolaire 2023. Je cite l'introduction. Pour la rentrée 2023, les 2 heures sont déployées dans 700 collèges volontaires sur l'ensemble des départements. Il s'agit de veiller à ce que les élèves éloignés d'une pratique physique et sportive, y compris ceux à besoins spécifiques, puissent en bénéficier. Sur le même sujet, on pourra aller voir ce qui est proposé sur EduScol. Y est fait un tour d'horizon de tous les dispositifs et activités autour du sport et des pratiques sportives à l'école. Cette liste, pour chacun des sujets, donne le lien vers la page dédiée. Je ne vais pas tous vous les citer, mais on va du savoir nager au sport scolaire, en passant par les conventions avec les fédérations sportives et bien d'autres ressources complémentaires. À titre d'exemple, on pourra se rediriger vers la page de la Semaine olympique et paralympique, la SOP pour les intimes, qui s'est déroulée du 3 au 8 avril dernier. Outre la présentation de cette semaine et de ses objectifs, on pourra s'inspirer des activités ludiques qui y sont proposées. Cette semaine mettait l'accent sur l'inclusion et avait pour objectif de faire découvrir ou mettre en avant les para-athlètes ou les parasports. En naviguant ainsi, on visitera la page Génération 2024 avec son vadémécum à télécharger. Vous y glanerez toutes sortes d'informations sur la labellisation, les démarches à accomplir, les textes de cadrage et encore de nombreuses ressources. Ce label, je le rappelle, est ouvert à tous les établissements, des écoles aux établissements d'enseignement supérieur. Si vous voulez en savoir plus encore sur le label Génération 2024, je vous invite à vous rendre sur le site Génération Paris 2024 qui vous explique tout par le menu et affiche une carte interactive de tous les établissements labellisés, que ce soit dans le premier, le second degré ou l'enseignement supérieur, que ce soit en milieu urbain ou rural. Entre ces quelques sites, on ne manquera pas de ressources pour promouvoir l'activité physique. Quittons les sites institutionnels pour aller vers 2 revues consacrées à l'EPS. La revue trimestrielle EPS, tout d'abord, que, entre parenthèses, vous trouverez en version papier au Centre de la ressource et de la donnée de l'IH2EF. Léa Gottsman, présente sur le plateau, nous conseille la lecture du numéro 391 d'avril 2021, qui est consacré majoritairement à l'éducation à l'environnement. Éducation à l'environnement qui passe bien entendu par les activités de pleine nature. Elle nous oriente également vers le numéro hors série de juin 2022 de la revue de l'Association pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive consacrée aux Assises nationales de l'EPS qui se sont tenues à Rennes les 26 et 27 mars 2022. Je vous mettrai bien sûr en lien toutes les ressources qui sont citées aujourd'hui sur la page replay de l'émission du Périscope sur le site de l'IH2EF. Pour les aficionados des podcasts et vous tenir compagnie pendant vos trajets, n'hésitez pas à écouter l'EPS, une discipline en mouvement, diffusée par France Culture. Lors de ce podcast, Guillaume Dietsch, enseignant en STAPS, Rachel Arand, professeur des écoles et Léa Gottsman abordent la question de l'activité physique à l'école.
Voilà pour aujourd'hui, nous nous retrouverons le mois prochain, le 12 décembre, pour aborder la question de l'accompagnement au changement au périscope, avec bien entendu de nouveaux invités. D'ici là, portez-vous bien, que vous soyez sportif accompli ou pas du tout, pratiquez une activité physique à votre convenance, mais surtout, faites-vous plaisir, car comme l'expliquaient nos invités, c'est bien ce qui est important. Allez, je file en courant. Marc-Antoine, chers invités, à vous pour le mot de la fin. Merci beaucoup Sylvaine, et comme vous l'indiquiez, la prochaine émission aura lieu le 12 décembre prochain et concernera l'accompagnement du changement. Je remercie encore nos 4 invités du jour d'avoir participé à cette émission consacrée à l'EPS. Le replay sera disponible très prochainement sur YouTube et sur le site de l'IH2EF. Merci à tous d'avoir participé, réagissez encore sur Twitter ou X avec le hashtag au Périscope, et d'ici la prochaine émission, je vous souhaite une belle journée à tous.